on a pensé en partenariat avec le Théâtre Victor Hugo. Merci à Marie-Lise, la directrice, d'être avec nous ce soir. Et en fait, on a pensé ce nouveau rendez-vous avec l'idée que la médiathèque est là pour accompagner la création contemporaine. Et donc, voilà, la création sous toutes ses formes. Donc l'idée, c'est de donner la parole ici aux acteurs, aux metteurs en scène et à toutes les personnes qui pourront être programmées tout au long de la saison au Théâtre Victor Hugo. Et puis l'idée qu'on défend aussi, c'est que les artistes sont les meilleurs passeurs, les personnes les plus aptes à transmettre tout un univers de référence, toute une culture vivante. Et c'est donc pour ça qu'on les a invités ici. Parce que voilà, la création n'est pas du néant, mais elle pousse sur un terreau, et c'est ce terreau que vous êtes venus partager ce soir avec le public. Donc on est très très content d'accueillir ce soir pour la première les 3 moustachus du Grand Diloquent Moustache Poésie Club. J'ai nommé Astien Bosch, Mathurin Millet et Julien Pourriol, alias Ed Wood. Ce que je vous propose pour cette rencontre, c'est dans un premier temps que nos 3 joyeux lurons reviennent sur leur parcours, sur la manière dont ils se sont rencontrés à travers la scène slam, et qu'après il y a un échange autour de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils ont envie de partager avec vous ce soir, sachant que toutes les références qui vont être évoquées là sont présentées dans la section adulte, et qu'on a mis en valeur ces documents et que vous pourrez les emprunter en revenant à la médiathèque. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés, comment est né votre spectacle, comment il s'est peaufiné au fil du temps? On n'avait pas prévu cette question. Non, alors donc le Grandiloquent Moustache Poésie Club. Bonsoir. Et les 3 personnes. On s'est rencontrés d'abord sur les scènes slam, tous les 3 on allait, les scènes slam. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est ou pas, le slam? Vous avez déjà entendu parler de ce mot quand même? Peut-être. Le slam? Non? Grand corps malade, ça avait quelque chose ou... Une émission de télé aussi. Un jeu télévisé. Bah, en gros, c'est les scènes ouvertes de poésie, des terrains de poésie où chacun peut venir dire un poème. Voilà. Parce qu'à la base, voilà, le slam, c'est un mot qui vient, c'est la contraction du mot schlem, qui veut dire tournoi. Et donc, à la base, on dit slam de poésie, donc c'est des tournois de poésie. Donc c'est un sport de poésie avec des règles où il y a des participants qui sont les poètes. C'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu, ouais. Avec des règles définies, il y a une charte, etc. On doit respecter toutes ces règles, notamment pas de musique, pas d'accessoires. C'est ouvert à tous, tout le monde peut prendre la parole, que ce soit des adultes, des enfants, des gens handicapés, tout le monde peut prendre la parole. Et on doit faire moins de 3 minutes. Par souci d'équité et aussi parce que 3 minutes de poème, ça devient vite rébarbatif. Et voilà, il y a plein d'autres règles comme ça. Et ces tournois ont lieu un peu partout. Ça a commencé un peu à Paris. Ça a commencé à Chicago. Ouais. Au départ, c'était américain. Dans les années 80, ça a commencé à Chicago. Après, c'est venu à Paris. Et depuis les années 2000, ça s'est diffusé dans toute la France. Donc, il y a des tournois vraiment partout, dans toutes les villes de France. Chacun a sa scène slam, et tous les ans, tout le monde s'affronte en fait. Il y a un grand tournoi qui s'appelle le Grand Slam National. Ed Wood a le t-shirt ce soir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tiens. Il n'a pas tout fait exprès, mais ça tombe bien. Voilà, et donc c'est un grand tournoi où tous les poètes s'affrontent. Voilà, alors après, maintenant il y a plus de tournois, il y a vraiment plein de partout. Et c'est vraiment, en fait, nous ce qui nous intéressait, c'est pourquoi on vous raconte ça, c'est parce que nous, ça nous intéressait vraiment ce côté sportif de la poésie, un peu comme il y a eu le match d'impro aussi qui est ramené le côté un peu amusant, en fait, ça a amené un côté très amusant à la poésie, un peu, on s'affronte mais c'est pas sérieux, quoi. C'est hyper ludique, et puis c'est pas sérieux mais on se prend vraiment au jeu, on a vraiment envie de gagner. Donc on revient toutes les semaines avec des nouveaux textes, et cette composante agit sur l'écriture du texte en fait. On doit écrire des textes qui vont captiver le public. Donc les textes ils sont plus à la maison, on les écrit, on les met dans un tiroir, ils deviennent vivants, parce qu'il y a une part de partage avec le public immédiate. Et donc, du coup, on peaufine les textes par rapport à ça. Et même dans l'interprétation, on est là. Le but, justement, ce qu'on fait ça se passe dans des bars, c'est que la plupart des gens sont venus là pour boire de leur verre, hormis nos amis qui sont là. Donc, il faut essayer de capter, de les attirer vers nous. Donc, c'est un côté aussi hyper ludique dans le travail de jeu. Par exemple, le jury, c'est pas un jury professionnel, c'est un jury qui est pris au hasard dans le public. Là, on aurait pu faire, par exemple, une scène semaine ce soir, ça aurait pu être
ces 3 personnes, donc ça aurait pu être la jeune fille, vous, et puis la dame à la caméra, Rosette. Voilà, c'est un jury qui est vraiment pris au hasard dans le public. Qui représente la subjectivité. Qui doit juger en toute subjectivité, il n'y a pas de règle, il juge comme il veut. Quoi. Il a un panneau de score, il met des notes entre 1 et 10 après chaque poète, et ce qui fait que ça donne une ambiance. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait un poème qui a vraiment captivé la salle, tout le monde gueule 10, 10, 10, 10, 10. Et que si le jury met une note qui convient pas au public, il se fait huer par le public. Ouais, il y a même eu des bagarres comme à l'époque des westerns. Merde, enfin moi c'était absolument génial. Un 3 morts sur 10 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui définit un bon slammer d'après vous? Enfin, un bon et un Non, en fait, ce qui est bien avec une scène slam, c'est que justement, c'est la diversité de la scène. C'est que et puis chacun a son bon slammer, en fait. On peut pas dire il y a un bon slammer. Il y a quelqu'un qui va nous toucher et chaque personne du public va être touchée par un des textes parce que ça va évoquer un sujet qui leur parle ou parce qu'il est drôle ou parce que... Comme Julien disait tout à l'heure, le slam, c'est pas un style de poésie. Ouais. Chacun vient... Il y a des gens qui font des alexandrins, il y en a il y a des rappeurs qui viennent poser sans instru, il y en a qui chantent, il y en a qui chantent, sans musique a cappella. Il y en a qui font des sonnets, il y en a qui font des fables, il y en a qui font des sketchs. Il y a même c'est arrivé aussi qu'il y ait des soirées muets qui viennent faire des textes en langage des signes. Voilà. C'est vraiment pas un style, en fait, on l'a souvent associé slam à un style, ça n'en est pas du tout un, c'est vraiment un terrain de poésie, quoi. Comme un terrain de foot, chacun joue comme il veut, quoi. De libre parole, en fait. L'important, c'est de pouvoir parler pendant 3 minutes. Ça rime pas, c'est drôle, c'est triste, c'est un témoignage, c'est de la fiction, enfin ça peut être n'importe quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas de musique derrière, ça rassemble plus, quoi, parce que les gens ne sont pas bloqués par la musique. Par exemple, il y a des... parce qu'il y a vraiment des personnes de tout âge. Moi, j'aime bien par exemple le hard metal, c'est toi t'aimes pas trop. Voilà, donc si quelqu'un disait un poème qui est super bien avec derrière des guitares, je l'écouterais pas, ça me saoulerait. Ah, mais maintenant on est super potes. On est super potes. Il n'y a plus les a priori qu'on peut avoir, par exemple, il y a souvent des gens qui vont faire des textes de rap sur les scènes slam, et comme il n'y a plus la musique, des personnes qui ne s'intéressent pas du tout au rap se mettent à écouter vraiment ce que dit la personne et découvrent des textes souvent magnifiques. Et vice versa. Oui. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Est-ce que vous dites que le rap, c'est pas la même chose? Non, je prenais un exemple en fait. Non, c'est comme je disais, le hard metal, par exemple, moi j'écris des chansons de hard metal. Sans la musique, on peut se rendre compte que c'est magnifique, quoi. Et sans du peuplement, tout ça. Il y a même des grands-mères qui viennent faire des poèmes érotiques, il y a vraiment de tout, quoi. C'est ça qui nous a bien plu. Et en fait, donc on a passé, en 2006, on a passé presque 6 mois à se côtoyer sur les scènes slam et à se retrouver toujours dans les 3 meilleurs. On se dit, bon, les 3 meilleurs, on va faire un truc toute humilité. Voilà. Là, on s'est vraiment pris au jeu, on avait ce point commun du jeu qu'on continue à faire. En fait, on joue à toutes sortes de jeux. Défis barrés. On est capable de faire des défis barrés de carambar, parce que ça nous a mis. Dès qu'on part en tournée, on fait des jeux. Les secrets du club. Non, on adore ça. Et puis le deuxième truc, c'était que effectivement, dans le milieu du slam, on était plus dans l'autodérision que la moyenne, en fait. Il y a souvent des textes des témoignages poignants sur une enfance difficile ou sur des problèmes de société, etc. Et nous, on était plus à parler de... On parle de la même chose, mais de façon plus rigolouse. Ouais, on essaie d'être plus rigolo. C'est notre... Alors effectivement, ce que j'ai lu à votre propos, c'est une phrase qui traîne, c'est que voilà, il vous manque la neurasthénie de Grand Corps Malade. Exactement. Stéphanie Fromentin. Exactement, Stéphanie Fromentin. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule, justement, qui essaye de cibler votre singularité par rapport à une tonalité peut-être qui serait un peu plus dominante? Non, mais le truc, c'est que vraiment, il y a l'arbre qui cache la forêt, c'est Grand Corps Malade, en fait. Comme il a cristallisé le mouvement en sortant son CD, en faisant un carton avec, du coup, tout le monde croit que c'est ça, le slam, alors que c'est vraiment une diversité, on n'est pas mieux. C'est un slammer parmi tant d'autres. Et on n'est pas plus ou moins neurasthénique que les autres. Puis au contraire, en fait, le slam, justement, c'est venir dire sur scène des problèmes qu'on cache à la maison d'habitude. Donc, c'est une belle formule, mais faut qu'on fasse un marathon. Non, mais je vois ce qu'elle veut dire, c'est par rapport à l'idée qu'on se fait pour Grand Corps Malade, qui est une voix très monotone, qui n'a pas un jeu de scène très différent. Nous, on a fait un spectacle, en fait, le Grandiloquent Moustache Poésie Club.
c'est avant tout un spectacle. Mais vous défendez faire du slam justement là, vous dites Non, que c'est pas ça, c'est qu'on vient du slam. En fait, à la base, le slam, donc c'est dans les bars et c'est des trucs impromptus. Donc les gens sont pas au courant qu'il va y avoir une scène slam, donc on doit les attraper avec nos textes. Donc on a eu une manne de textes qu'on a écrit pour ça et on s'est dit voilà, on est captive avec ces textes, on va essayer d'en faire un spectacle, mais on veut pas faire un spectacle comme les autres, c'est-à-dire par exemple Grand Corps Malade, il s'est pas contenté, mais il a fait un autre travail, c'est mettre de la musique dessus. Donc ça devient des chansons. C'est un concert, voilà. Enfin, Grand Corps Malade ne fait pas du slam non plus, il vient du slam comme nous. Ouais, c'est comme c'est un chanteur. Yannick Noah, il fait pas des disques de tennis, il vient du tennis. Voilà, donc c'est un peu pareil, on fait un spectacle sur notre parcours dans le milieu du slam, mais le spectacle en lui-même, on ne peut pas le qualifier de slam, puisque le slam c'est un tournoi avec un public qui met des notes et des artistes qui disent leurs poèmes. Oui, un carambar. Une question plutôt, si vous me permettez. Je me posais la question des droits d'auteur, comment les protéger dans une ambiance qui est comme ça, assez ouverte. Est-ce que les gens y pensent? Les Pas artistes, forcément, ça dépend. Il y en a qui les déposent, il y en a qui les déposent. Leur création. Il y a différentes approches. La plupart du temps, c'est des gens qui viennent. C'est testimonial en fait. Ils écrivent un texte dans la semaine, le jour même, et ils le disent une fois, et puis ils ne le redisent plus jamais en fait. Il y en a beaucoup comme ça qui le disent le jour même, et puis voilà, ils le redisent. Pour l'instant, en fait. Voilà. Voilà. Puis il y en a d'autres qui ont des textes qui marchent bien, qui deviennent un peu des tubes dans le milieu du slam, et donc qui les font un peu sur toutes les scènes. Et là, je pense qu'ils commencent à se dire qu'il faut les protéger. Après aussi, c'est très difficile de prendre le style d'un autre finalement, parce que c'est des choses. Chaque personne a son style. Dans les poètes qu'on aimerait voler, ils ont vraiment un style. Non, je crois que tu es dedans. C'est vrai qu'il y a deux aspects sur le slam. Il y a à la fois le texte en lui-même et l'interprétation du texte. Et c'est vrai que quand on lit par exemple des textes de Baudelaire, ils sont magnifiques. Et on aimerait bien voir aussi comment lui les disait en fait, comment il les interprétait ou comment il captivait les gens avec son texte, comment il le faisait vivre en fait. Puis après, je pense aussi, tous les slammeurs sont orgueilleux et personne ne veut prendre le texte des autres parce qu'ils pensent que son texte est meilleur que celui des autres. Ouais. Pas de souci. Mais il y en a qui, sinon il y en a qui Ce que je voulais dire, déposent. de manière quand même, c'est que c'est pas rare aujourd'hui de voir des manœuvres frauduleuses de ce type-là avec des jeunes créateurs qui se retrouvent à proposer leurs textes. Oui. Non, mais vaut mieux le protéger. Vaut mieux le protéger, nous on conseille à tout le monde de Nous, protéger son fréquente dans texte. ce domaine, enfin fréquente peut-être pas, c'est pas le mot, mais ça existe. Bien sûr, non, il vaut mieux le protéger. Là, c'est Nous, on vraiment un protège siège. nos textes. Moi, je suis éditeur, j'ai pas beaucoup de. Je suis un petit bon, voilà. Pas beaucoup de. Enfin, je manque d'honnêteté. C'est un endroit idéal pour aller récupérer des textes. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, mais nous, en fait, quand ça a commencé à devenir sérieux, qu'on s'est rendu compte que avec ces textes, ce ne seraient pas juste des textes qu'on lirait une fois et qu'on avait envie de garder. Effectivement, on a commencé à réfléchir à les protéger. En fait, on peut tout déposer à la SACEM en tant que poème. On fait ça. On a commencé par le poser à la SACEM. Et c'est vrai que c'est dur aussi. On ne peut pas trop piquer un texte à quelqu'un d'autre dans le slam parce que c'est très personnel à chaque fois. C'est vraiment des références très personnelles. Quelqu'un qui va raconter, je sais pas, qui s'est fait agresser. Alors que ça arrive qu'à une seule personne. Non, mais c'est vraiment des situations très personnelles à chaque fois. C'est difficilement détournable. Voilà. Et donc, donc suite à ça, on s'est rencontrés. Comme elle vous disait, on était tous les trois dans l'autodérision, c'était notre truc, et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble, on aimerait bien faire un spectacle. Et c'est là donc qu'est né Le grandiloquent moustache pelée. Bonsoir. Voilà, donc on a commencé à jouer en 2007 au Café de Paris à Ménilmontant. C'est un bar qui a une petite salle au fond, qui est très sympa. Où a commencé Edith Piaf. C'est vrai, voilà. Et, où a été tourné Mesri. Très mal fini, oui. Oui, mais le film a bien fini. Et donc, en fait, c'est Astien qui était voir le Café de Paris, il s'est dit, il a donné une date, le 27 mars, alors qu'on n'avait pas commencé à écrire. On n'avait rien écrit. C'était le 18 mars. Le 18 mars, pardon. Non, c'était le 18.
Et on était en décembre, on avait déjà nos textes, mais on ne savait pas de comment allait être fait le spectacle. Et donc on s'est dit, bon, on a 3 mois pour l'écrire. C'est ça, on avait notre manne de textes qu'on avait fait sur SM, qui nous avait fait gagner les tournois, etc. Et on ne voulait pas faire un récital, c'est-à-dire maintenant je vais vous faire mon texte du dauphin, et maintenant je vais vous faire mon texte sur la banane, etc. etc. Donc on a décidé d'écrire quelque chose autour, de raconter l'histoire vraiment du club, la formation, comment on est devenus les plus grands poètes du monde en toute humilité. On s'est dit, voilà, on est les plus grands poètes du monde, il faut que les gens le sachent. Voilà, et donc on a écrit le spectacle autour de ça. C'est important. Et comment est venue la mise en scène alors Eh ben, on a demandé à quelqu'un. Ça a été tranquille, quoi. On a dit, mais moi je connaissais une metteuse en scène, moi avec qui j'avais travaillé dans une autre troupe, et j'aimais bien son travail. Je lui ai dit, écoute, là, j'ai 2 petits gars et tout, ils sont bien et tout, franchement, ils envoient du lourd, ils sont frais et tout. Est-ce que tu veux bien nous mettre en scène? Elle a dit, banco. Et elle est venue. Non, mais elle est venue une fois, ça s'est bien passé avec elle, et puis donc on a continué à travailler avec elle. On avait besoin d'elle parce qu'en fait, elle jouait le rôle du Candide, de quelqu'un qui avait jamais. Elle ne connaissait pas du tout le slam, les scènes slam. Elle n'avait jamais vu de scène slam, et donc on lui a fait le spectacle. Et elle nous a dit, bon, ça j'ai pas compris, ça j'ai pas compris, ça c'est trop perso, ça c'est une private joke, ça va vous faire rire que vous. Et donc elle a enlevé toutes les scories de notre spectacle, et puis après elle a commencé à nous faire travailler le jeu d'acteur et à tirer la bobine de chaque personnage qu'on avait plus ou moins créé à travers les textes, et elle les a consolidés. Et quel est votre parcours personnellement par rapport au jeu dramatique? Est-ce que moi je suis contre le jeu dramatique. Personnellement. Vous êtes passé par le conservatoire ou par une formation ou pas du tout? Ouais, on est passé par des formations de comédiens avant de se connaître déjà, des formations de comédiens. Et après on a fait des trucs un peu différents chacun. Julien, tu fais de la musique aussi? Oui, moi j'avais rien à voir avec la comédie au début. J'étais plus dans la musique et le cinéma, du côté écriture. Et voilà, et puis j'ai appris avec eux en fait. Enfin, d'abord sur les scènes slam, parce que comme on disait tout à l'heure, il faut interpréter ses textes, donc il faut se faire un peu violence. On ne peut pas juste lire son texte avec sa feuille. Il faut un petit peu attraper les gens. Et après, ils m'ont donné plein de conseils, et puis je les ai suivis. Regarde le public dans les yeux. Ah oui, Et voilà, après, nous, on a fait des écoles de théâtre. On a fait des écoles de théâtre, on a joué un petit peu dans les pièces. Assien aussi faisait partie, il fait toujours partie d'ailleurs. Tout d'impro, on a d'impro. Et est-ce que vous avez des questions? Et puis en CM2, j'ai fait partie du spectacle de fin d'année. C'était quel personnage? le sorcier. Le sorcier. C'était Alice au Pays des Merveilles jouait le lapin. Mais pas le lapin du rôle titre, enfin, Le lapin numéro 4. Et dans votre spectacle, est-ce que le public va intervenir? Comment ça se passe? Tout le temps, il n'arrête pas, il parle, c'est désagréable. Non, il y a un sacrifice humain. Ouais. Non, on joue pas mal avec. On joue beaucoup avec le public, mais on ne le fait pas intervenir. Ah oui. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment, on vient raconter, on est là, on arrive, on est les plus grands poètes, on fait voilà, on est les plus grands poètes, on va vous dire comment on en est arrivé là. C'est un peu une masterclass en fait. En gros, on a voulu garder l'esprit du slam, même si on dit que c'est pas un spectacle de slam, on a voulu garder cet esprit, c'est-à-dire dans le slam on a dit qu'il n'y avait pas de décor, pas de costume, pas de musique, moi tout ça on a gardé. On n'a rien en fait sur scène, il n'y a que nous trois, on est en veste parce qu'il faut unifier les personnages, mais sinon il n'y a pas d'éléments extérieurs. Et donc on a gardé un peu cet esprit. T'exagères, il y a quand même pas mal de décors. Déjà, il y a un tabouret. Donc voilà, on essaie de garder cet esprit un peu léger des scènes slam, et dans cet état d'esprit, on s'adresse directement au public. Il n'y a pas de mur entre nous et le public. On leur parle. Et c'est amusant, c'est très drôle. Enfin, Mais Croyez-moi, c'est censé être drôle et on essaie de faire un comique plus. C'est plus un spectacle. C'est un spectacle. Ouais, c'est un spectacle d'humour. Sur la durée, quoi. On rigole parce qu'on connaît les personnages et pas parce que c'est des gags de stand-up. Non, c'est vraiment, on se prend pas du tout au sérieux. Déjà le postulat de dire qu'on est le plus grand poète du monde,
Même si c'est devenu vrai. C'est ça qui est terrible. Maintenant, plus on s'en rapproche, plus c'est difficile à assumer. Non, c'est vraiment un parcours mitonné, enfin, je sais pas. Et alors la moustache qui vous rassemble, donc dès le début, quand vous êtes connus, vous êtes, en fait, vous étiez tous les trois moustachus ou c'est maintenant, vous êtes laissé pousser la moustache pour... On a qu'on du retard sur l'autre. Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai 17 ans. Moi j'ai 17 ans. Personne en particulier, mais... il était en infiltration. Ah oui, c'est un sujet de spectacle assez étonnant, parce que la moustache, on va dire, c'est pas courant. C'est un emblème. Déjà, il faut savoir qu'au moment où on a commencé le spectacle, c'était pas du tout à la mode la moustache. En fait. Ouais. Et là, ça est devenu vraiment beaucoup. Ah bon? Ah oui, tout est moustache. Il y a des tasses moustaches, des bagues moustaches, des bijoux moustaches. Tout le monde a un truc moustache, on nous envoie plein de cartes postales moustache. On n'en peut plus, alors s'il vous plaît, les cartes postales, l'épidémie de moustache. Plein de choses comme ça, et ça devient un point où c'est en train de devenir encore plus ringard que ce que c'était quand on a pris. Non, pas encore. Disons qu'au départ c'était ringard, maintenant ça va devenir. Détesté en fait. Ouais, c'est ça. C'est en train d'être détesté. Est-ce que vous avez vu cette chronique qui sort dans le Monde Magazine, qui est écrit par Marc Boger, c'est un journaliste de l'Inrecuptible, et il fait chaque semaine un petit encart sur est-il raisonnable de. En général, ça concerne plutôt la mode masculine. Et donc, c'est est-il raisonnable de porter un col roulé, est-il raisonnable de porter des tongs, avec généralement un descriptif assez humoristique. Et il y en a eu il y a eu une chronique sur la moustache. Effectivement, alors il a un point de vue très conservateur sur la mode en fait et sur l'esthétique. Mais je trouvais ça intéressant et ça m'a fait penser à vous parce que dans cette petite chronique sur France Inter, il y avait aussi, vous disiez, vous étiez entre l'élégance, une forme de dandisme et puis le ridicule. Et c'est un peu votre posture finalement. Oui, la moustache, c'est ça, ça peut être tout et son contraire, c'est assez contradictoire, ça peut être le symbole du dandy absolu, comme ça peut être, je sais pas, le symbole de Jean-Claude Duss. Voilà, c'est le ridicule avec élégance, un peu comme Jean Rochefort, qui est à la fois ridicule et élégant. Il est au courant, vous dites que ça sont lui? Ça n'engage que pas. Rappelez-moi votre nom. Il y a une question sur est-ce qu'il y a de l'impro ou pas du tout? Dans tout ce qui est calibré. Dans le spectacle, il y a une part infime d'impro, il y a 5% d'impro ou 2%. Ah, vous l'avez même oui, mais on sait les endroits où on peut improviser un petit peu. Mais sinon, non, c'est vraiment un spectacle. C'est écrit, mais c'est écrit de telle façon qu'on croit que c'est improvisé. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les premières années, on nous disait tout le temps, mais c'est fou d'avoir improvisé tout ce spectacle, alors que non, du tout, c'est écrit. Mais pourtant, c'était des gens qui étaient déjà revenus en plus. Il y avait vu 3 fois. Mais vous imposez exactement la même chose à chaque fois, vous êtes très fort. Et sinon, comme toutes les pièces qui se jouent longtemps, on aime bien se faire des blagues. Des pièges sur scène, et puis sinon il y a vraiment des espaces dans la pièce qui sont dédiés à un tout petit peu de... Après déjà voilà, c'est un spectacle vivant, donc nous on peut se permettre, en plus on raconte notre histoire dans l'intonation ou de prendre un temps un peu différent, de changer les choses là-dessus, puis de toute façon le texte on l'a changé aussi des milliards de fois, c'est un spectacle qui évolue vachement. On aime bien se surprendre aussi, c'est important. On essaie de se surprendre. Comme c'est un spectacle qu'on tourne beaucoup. Depuis combien de temps? Alors comme je disais tout à l'heure, donc on l'a créé en 2007, mais il n'a rien à voir avec ce qu'il était au début, il a beaucoup évolué, parce qu'au début on jouait vraiment dans des bars, le spectacle, après on a commencé à jouer dans des théâtres, tout ça. Au début on l'avait écrit pour pouvoir le jouer dans les bars à Paris, et dans toutes les configurations, donc y compris dans la rue, etc. Donc c'était aussi ça le fait qu'il soit léger en décor, etc. On voulait que ça soit quelque chose jouable vraiment partout, et c'est ce qu'on a fait. Et après, on a gagné peu à peu du galon, on a été dans un petit théâtre, donc on a dû changer certaines choses pour s'adapter. Puis de fil en aiguille, on a joué au théâtre du Rond-Point. Là, il a fallu vraiment retravailler un petit peu la structure du spectacle, parce qu'il fallait, tous les ans au Rond-Point, il y a une ligne directrice, une thématique. L'année où on était, c'était les monstres. Et donc il fallait qu'on adapte un petit peu le spectacle pour que ça rentre dans cette thématique. Qu'on a fait, et après on a gardé parce que ça bonifiait le spectacle.
et etc. Dès qu'on passe une étape, en fait, on change quelque chose dans le spectacle. Et aussi pour ne pas s'ennuyer. Puis comme on est les auteurs, on a le droit. Oui, c'est ça qui est bien aussi. 1h12. C'est très court en fait. Mais c'est court, ouais. C'est très intense. C'est puissant. C'est très intense. Bon, on préfère que les gens restent sur leur Comment fin plutôt qu'ils disent oh, c'était trop. Ouais, comme ça, ils ont envie de voir le deuxième. Et sur la structure du spectacle, c'est l'un après l'autre. Vous avez gardé l'idée de concours, Bien pas du tout. Alors comment justement on pense de quelque chose où Le plus simple, c'est qu'on le fasse. En fait, on raconte vraiment une histoire. On raconte notre histoire à trois. À trois pendant tout le spectacle. Et dedans. En fait, vous êtes invité à une session inédite du club, une réunion du club. Donc on est censé se réunir tous les mois ou toutes les semaines, et puis là vous assistez, elle est en public cette réunion. Et donc là on vous explique comment on a créé le club, comment on est devenu le plus grand poète, d'où on est parti du plus minable jusqu'au sommet. Mais c'est vraiment l'histoire du club, c'est pas l'histoire de chacun. Après, dans cette histoire, on a des parties solo aussi. Mais c'est vraiment solo, on dit nos poèmes, et des parties, on a des poèmes collectifs. Les poèmes collectifs, c'est vraiment l'histoire du club. C'est pas Astien, Edmund, Mathurin et les autres. C'est le grandiloquent stage poétique. Bonsoir. Et tous les textes sont de vous? Oui. Okay. Et vous croisez les auteurs et les interprètes ou chacun interprète son texte? Chacun interprète son texte. Sur le texte collectif, on les a écrits ensemble. Donc, voilà. En fait, c'est difficile de définir. Dans ce spectacle-là, on dit ce qu'on a écrit. Quasiment, ouais. Et ce qu'on pense. Chaque phrase qu'on dit, c'est même les dialogues qu'on a à trois pendant le jeu, c'est à peu près ça. On a eu une méthode de travail en fait qui était basée quand on nous demandait l'impro. En fait, c'était à la base. La première séance, on a fait de l'impro entre nous. Il y avait une trame qu'Astien avait écrit une trame. Ramener un canevas. Ramener un canevas, parce qu'il avait fait une petite forme courte pour une soirée slam. Il avait fait en solo, il avait fait un petit spectacle qui racontait un peu son parcours. Il nous avait invités sur cette forme courte. Et ça avait très bien fonctionné. Puis après, on s'est dit, on va prendre la structure et on va la rendre plus longue. Ouais, la faire à notre façon, tous les trois. Donc on a travaillé un peu en impro au début, sachant que les textes étaient déjà écrits, les textes qu'on allait dire, mais les sketchs entrent, on les a improvisés au départ, écrits ensuite, Astien a tout remis en forme, et une fois que la J'étais le seul à avoir un ordinateur à l'époque. Et après, une fois qu'on avait cette matière-là, on se l'est chacun approprié, et puis on a tous réécrit nos parties avec nos mots, nos expressions, nos gags, etc. Et puis après, chacun a donné son avis sur les autres, et puis voilà. Ouais, c'est un spectacle qui évolue tout le temps encore, même maintenant. Et qui s'écrit au fur et à mesure. Puis, voilà. Tout à fait. Et, ne me coupez pas. Question? Moi, je me demande si votre metteuse en scène approche la moustache. Oui, c'est la 4e moustache qu'on appelle. Sinon, on n'aurait pas pris. Oui, c'est pour ça. Et donc, suite à ça. C'est rasé. Mathurin suit le film. Oui, parce qu'il faut bien avancer. Moi, je pense que si vous voulez, on peut passer au deuxième volet. Si vous voulez échanger sur toutes les références qui vous nourrissent, qui ont peut-être aussi nourri l'écriture de votre spectacle. Donc, non, mais c'est juste. Vous inquiétez pas, mais les gars. Donc ils nous ont rendu leur copie avant cette soirée. L'idée c'était de faire une sélection de films, de musique ou d'humoristes et de textes qui les nourrissent. Enfin, qui sont pas forcément des références partagées, j'imagine. Pas forcément, on a quelques références. En fait, tous les trois, on aime vraiment beaucoup de choses, que ce soit dans le cinéma, dans les bouquins ou dans la musique. Et ça se complète un peu. Il y a des choses qui nous réunissent tous les trois aussi. On a essayé de mettre ce qui nous réunit. On a beaucoup en commun, mais comme on est trois, en fait, ça multiplie par 3 les références. Ça va être long. C'est assez exponentiel. Chaque fois qu'on nous demande, c'est vrai qu'on commence à partir dans tous les sens. Mais on a vraiment un terreau commun aussi. Ouais, est-ce que vous pouvez peut-être vous concentrer sur à chaque fois 2 ou 3 références dans les films ou la musique ou l'humour et expliquer en quoi ça vous nourrit. Peut-être qu'on veut partir de la musique parce que ça se rapproche peut-être plus.
d'un point de vue l'influence. Comme tu veux. Oui, Non, je sais pas, enfin. Non, mais je t'en prie. Je vais regarder. Non, mais je te dis. Donc alors. Oui, c'est super dur de vous parler d'un spectacle que vous n'avez pas vu, puis on va vous dire les références. Ouais, c'est clair. Alors voilà, c'est ce que vous n'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Ah oui, Alors, personne. on va tout s'en le monde aller. sort. On vous laisse entre initiés. Non, mais oui, c'est dur de. Alors, c'est pas forcément pour expliquer votre Spectacle, spectacle, oui, non, mais mais c'est qu'est-ce qui vous touche et ce Qu'est-ce que vous qui avez nous envie de touche, partager avec un public qui éventuellement pourrait redécouvrir ou avoir envie de Là, réécouter. par exemple, musiciens, en musique, je vois, je vous l'ai dit un peu vite fait, il y a Gainsbourg, Nougaro, Christophe, Brassens, Boris Vian, Oxmo Puccino, et le rap en général, le rap américain, C'est aussi. le rap français. Bah, oui, entre chansons françaises et culture hip-hop, en fait. Voilà, et vraiment, les deux grands axes. on aime beaucoup la chanson française classique des années 50, très trois baudets en fait. Et le rap. Et le point commun avec tous ces gens, c'est que en fait, ils arrivent à rendre la langue française sexy en français, en fait, de chanter en français et que ça swing, Que ça soit cool. que ça soit cool, que les mots claquent. Par exemple, Gainsbourg qui fait tout le temps des enjambements dans ses textes, ça donne des rythmiques très bizarres. La première fois qu'on écoute le morceau, on est un peu choqué, l'oreille est heurtée, puis après on attend le petit accident. Nougaro, c'est pareil, il a réussi à porter du swing vraiment comme dans le jazz. Il est allé chercher des rythmiques brésiliennes. Il a beaucoup traduit de chansons brésiliennes et ça donne ce swing mais c'est pas ridicule quand il chante en français. Il y a toujours ce complexe des Français qui chantent en anglais. Le rock, c'est impossible de le faire en français parce que ça sonne assez cucu en général. Et là, ils ont eu le chic de trouver soit des arrangeurs pour Gainsbourg qui donnent vraiment des tonalités pop, et Nougaro dans sa qualité d'écriture qui arrive aussi à faire sonner les mots, etc. Enfin, Brassens aussi qui est musicalement un peu répétitif, mais C'est un peu plus simple musicalement. et qui trouve tout le temps quelque chose qui va nous surprendre dans l'écriture, dans le texte. Puis ouais, il y a beaucoup dans ces artistes, leur point commun aussi, je pense, c'est le mélange des genres, registres de langage. Ils utilisent, c'est pas emprunté, c'est pas non plus trop moderne, c'est un mélange de plein de choses, de plein d'influences. Gainsbourg avec l'anglais, enfin, dans la culture hip-hop avec tous les mots qui existent, les mots modernes. Et on aime beaucoup ça, en fait, de se nourrir de tout ce qui peut nous apporter les pays étrangers, les séries télé, l'argot de la rue, etc., pour enrichir les textes et vraiment les faire sonner aussi. On aime beaucoup faire des ateliers d'écriture avec, on en fait beaucoup avec des gamins à partir du CM1, CM2, et puis on en fait au lycée, jusqu'au lycée, puis après on fait même les adultes. Et du coup, on voit un peu leur langage et on voit comment la langue s'enrichit. Là où les parents entendent que des gros mots, nous on entend de la créativité, de la rythmique. Puis vraiment, il y a des mots qui viennent de partout maintenant, des mots arabes, des mots italiens, des mots gitans, etc. Et c'est vraiment agréable. Donc ça, de toute façon, la langue elle a toujours évolué, c'est super agréable quoi, d'entendre des choses surprenantes, des choses nouvelles. Quoi. On aime bien. Quoi. Et ces gens-là étaient un peu latents, quoi, même Jean qui inventait des mots tout le temps, quoi, fréquemment. Moi, quand j'étais petit, en fait, j'écoutais un peu, comme tous les petits, ce que mes parents écoutaient. Donc, ils écoutaient beaucoup Brassens, Gainsbourg, tout ça. Et je me rappelle, la première fois que j'ai écouté Renaud, je me suis dit, wow, c'est la première fois que j'entendais une chanson avec des gros mots dedans, où il disait des trucs absurdes. Et c'est vrai que là, c'est vrai que ça m'a beaucoup suivi, ouais. Ce côté décalé, et puis... un peu le Renaud blanc. Renaud blanc. Ça, ouais, voilà. Comme Renaud aussi, il parle, c'est des gens aussi, tous ces gens-là qui parlaient de sujets dont on parlait pas forcément, des sujets qui étaient très liés à eux-mêmes, qui cherchaient pas des grands sujets, quoi. Qui sont décomplexés avec la langue aussi, quoi. Voilà, il parlait pas d'une fille qui faisait un enfant tout seul. Enfin, je ne citais personne, mais voilà, en tout cas, il parlait de ces choses personnelles. Voilà. Ensuite, je sais pas, on peut peut-être passer à ça. Non, des questions, des choses, je sais pas. Non, c'est étonnant qu'il n'y a pas Ferrat dans vous êtes... C'est chiant. Non, mais vraiment, on aime les trucs qui
Non, mais il y a le truc aussi. Excusez-moi, il a le même statut d'un poète chantant. Oui, non, mais on n'aime pas respect pour Ferré. Le Ferré peut-être pour convaincre. Mon peuple, Qui c'est, moi, Léo Ferré, j'aime beaucoup. Léo Ferré. Oui. Mais en fait, le spectacle s'appelle Le Grandiloquent Moustache Poésie Club. On a pris exprès le mot grandiloquent parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, la grandiloquence. Mais nous, on l'est dans le fait qu'on se prend pour les plus grands poètes. Mais sinon, dans les textes, on n'aime pas ça. On aime bien quand c'est assez direct, assez simple. Et il faut. En fait, ce qui manque à Ferré aussi, c'est l'humour un peu. Enfin, c'est Ferré, par rapport à tous les gens qu'on a cités, c'est que des gens qui ont de l'humour, de Renaud, Gainsbourg, Brassens, Bobby Lapointe aussi. Et même dans le rap, c'est des gens qui se prennent pas au sérieux. Ouais. Ferré un peu plus. Puis le vocabulaire est très différent entre ces chanteurs-là et les chanteurs actuels, par exemple. Bah oui. Mais Donc vous rentrez dans l'histoire d'actuels, de ceux qui sont actuellement. Le vocabulaire est différent quand on écoute des chansons. Bah, nous, on aime bien marier les deux, changer de registre en fait. Ouais. Le maître du monde, c'est celui qui maîtrise toutes les langues. C'est vrai. Et. Moi, j'ai pas bon. Oui, c'est ça, le concombre masculin. Voilà. Ah bah tiens, on va jouer cette référence. Ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu... Ils sont moins dans l'humour en fait. C'est pareil, moins dans l'humour. Pas du tout dans l'humour. Voilà. Et même si on les apprécie. Même si moi j'adore Léo Ferré, le chien, tout ça. Il y a vraiment des textes super forts. Ah oui. Même il y a des textes légers comme C'est Vendriquien. Joli mots. Mais c'est pas ce qu'on a le plus, qui nous a le plus influencé. Et si Puisqu'on dit si. Et Ferrat, pour le coup, il est super grandiloquent. Ah ouais. Ah, mais c'est vrai que la montagne est belle. Et qu'on peut bien l'imaginer. Bon, c'est vrai qu'on a oublié aussi Yves Duteil. La chanson du siècle, quand même, Yves Duteil. Bah, prendre un enfant. C'est vrai. Ouais, le 20e siècle. Heureusement qu'on est passé au 20e. D'après TF1. Ah oui, d'accord. Et dans votre panthéon humoristique, Alors, ouais. Dans l'humour. Alors, Mandrika. Dans l'humour, en fait, ce qu'on dit souvent, qui a beaucoup influencé le spectacle, c'est Monty Python. Alors, c'est pas tellement dans l'humour, parce que on n'a pas cet humour anglais de l'absurde, même si on le cultive quand même. Mais c'est plus dans le côté troupe et dans le côté on passe du coq à l'âne, en fait. Ouais, si, dans l'humour, c'est cette côté, ce qu'on est Monty Python, c'est cette logique imparable qui va jusqu'au bout dans le non-sens. C'est-à-dire qu'ils sont dans un non-sens, mais il y a une logique dans ce non-sens, ils vont jusqu'au bout, qui développent. Ça reste absurde, mais cadré. Quoi. Sur les personnages, en fait, ça sera plus sur les personnages, c'est qu'on va au bout de chaque personnage. Il va dans son absurdité jusqu'au bout. Donc on aime beaucoup ça. On a des références de séries américaines, on aime beaucoup ça. Genre les Seinfeld. Ah oui. Voilà, The Office, c'est une série anglaise. Je ne sais pas si vous connaissez The Office. Quoi? The Office. Ricky Gervais. version anglaise. Vous avez joué en Angleterre? Ça m'était repris. Non. Non, on a joué en Allemagne. En Allemagne, mais En Suisse. On va peut-être jouer au Vietnam. En Suisse, ça s'est bien passé parce qu'ils sont toujours un peu lents. Le spectacle a duré 2h30. 2h12. Alors, The Office, c'est une série, en fait, ça prend le parti pris du faux documentaire. Ceux qui jouent les Hobbits. Donc, il y a une caméra qui va dans une papeterie et qui voit comment fonctionne la papeterie, les employés, comment ils interagissent. Et il y a un patron qui est affreux, et c'est les nouveaux patrons qui essayent d'être cool et qui sont hyper horribles, hyper méchants, hyper... Enfin, c'est un peu comme dans Seinfeld aussi. Ce point commun, c'est ces gens qui essayent d'être cool et sympas, mais qui font des choses pas si cool et sympas que ça, quoi, qui ont plein de défauts, mais qui refusent de les assumer. De quand ça? The Office Fin 90 Non. 2000. C'est le début 2000, quoi. Et c'est vraiment... En plus, c'est une série qui a vraiment changé la face des sitcoms. C'est une des premières séries vraiment assez cruelles et méchantes qui va vraiment, pareil, encore jusqu'au bout. Il n'y a que 2 saisons, avec 6 épisodes, donc, et ça va jusqu'au bout de la bêtise de ce patron, quoi. C'est un patron je crois que c'est lui qui a commandé le documentaire, il me semble, c'est un peu ça. Et donc il joue tout le temps avec la caméra, en fait. Et il veut tout le temps se montrer sur son meilleur aspect, mais il n'y arrive jamais parce que...
il essaye tout le temps de se moquer de ses employés au détriment, d'avoir une complicité avec le spectateur au détriment des employés, mais on est d'emblée avec les employés en fait. Donc ça le met dans une position très très ridicule en permanence. C'est pas hilarant en fait, on n'éclate pas de rire, mais on est... En fait, ça va de plus en plus loin dans le ridicule, quoi. Elle est de plus en plus pathétique et ridicule. Faut pas s'en faire trop d'affilée. C'est toujours pareil. Non, c'est très cruel. C'est très cruel. Ouais, évidemment, tu ris jaune, et puis évidemment, puis après, d'un coup, tu as une situation que tu as déjà vue au travail, et là, tu même pas, non. Ah oui, d'accord. L'humour suicide. Non, mais ce qui est bien, c'est que celui qui a écrit la série, celui qui joue le patron, qui est. Donc c'est. Voilà. Donc, un exemple de scène, il va voir l'employé, il fait un petit coude à la caméra, viens, on va voir l'employé, et il lui dit qu'elle est virée. Alors, donc, et elle se met à pleurer. Et là où n'importe qui arrêterait la scène en disant non, mais je rigolais, excusez-moi, il continue en fait. Il fait c'est parce que t'as volé, il fait mais j'ai volé quoi? Il fait un trombone. Il fait mais c'est pas possible, j'aurais peut-être fait une fois pris un sans faire exprès, ouais, mais 1 plus 1 ça fait plusieurs trombones. Et ça dure 5-6 minutes, ça l'enfonce, et puis et on lui dit à la fin que c'est une blague. Et voilà, quand c'est trop tard. En fait, c'est pas qu'on s'arrêtait quoi. Dans les autres références humour, on a chez les Français, on a les nuls, les inconnus. Ça, ouais, c'est ce qu'on a regardé quand on était petit. On était jeune, on était bercé par ça. Donc la télé des inconnus. La télé des inconnus, dès que ça passait 2 semaines avant, j'étais tout fou, j'étais prêt. Ouais, c'est vrai. On se fait des économies pour acheter un magnétoscope exprès comme ça. Ça a mal vieilli. Il y a quelques sketchs. Ouais, mais nous, ça m'a vieilli. Mais on va les voir à l'époque. Non, mais c'est rigolo. Ah non, mais quand je regardais, j'adore. Sinon, plus récemment, il y a Eric et Ramsey. Alors ça, c'est aux 3 aussi. Enfin, toutes les références humour, c'est à peu près les 3, sauf peut-être The Office. Je sais pas, non, The Office, moi je connais moins. En fait. Mais Eric et Ramsey, ça c'est pareil. Bon, il y a l'humour un peu débile qu'on aime bien. C'est d'aller au bout de la blague, alors que la blague n'est pas drôle au départ. Et de faire durer quand même 10 minutes. Donc ça, on aime beaucoup. Et il y a aussi, ce qui est en point commun avec Jamel, c'était de s'amuser avec la langue et d'inventer des mots qui n'existent pas. Détourner des mots. Détourner les mots, de tourner des